Salut la machine, j'espère que tu es au top. On démarre ce nouveau programme de seconde avec l'organisation fonctionnelle du vivant et nous allons voir que notre organisme pluricellulaire correspond à un ensemble de cellules spécialisées. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! L'organisme pluricellulaire est un ensemble de cellules spécialisées. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être pluricellulaire? Ça veut dire être constitué de plusieurs cellules associées en tissu. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tissu? C'est un ensemble de cellules spécialisées dans une fonction qui sont associées en une unité fonctionnelle. Essayons de décoder ça simplement. Pour vous, un tissu, c'est ça. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est plein de morceaux de ça, associés pour former ça. Donc les petits bouts de fil, ce sont les cellules. Tous les bouts de fil associés ensemble, c'est ce qu'on appelle un tissu. Voyons en vrai ce que ça donne. Vous avez à gauche deux cellules d'épithélium buccal, c'est-à-dire l'épiderme de l'intérieur de la joue, qui ont été récupérées grâce à un coton-tige. Ces cellules sont normalement accrochées ensemble et forment donc un tissu. Comme vous pouvez le voir à droite, nous avons en extérieur le tissu épiderme, dessous le derme, puis l'hypoderme. Enfin, chez les cellules végétales, c'est la même chose. Les cellules sont accrochées ensemble pour former un épiderme, comme ici chez l'oignon. C'est pas encore clair dans votre tête? Attendez. Ça, c'est une cellule. Ça, c'est une association de cellules, c'est un tissu. Et quand j'associe plusieurs tissus ensemble, je forme un organe. Et quand j'associe plusieurs organes ensemble, je forme un organisme. Donc votre corps est organisé comme est organisée votre maison. Pour construire une maison, vous avez besoin des briques, les cellules. Avec les briques, vous allez faire des murs, les tissus. Avec plusieurs murs, vous allez faire des pièces, les organes. Et avec plusieurs pièces, vous allez faire une maison, c'est-à-dire ici un organisme, qui est pluricellulaire car constitué de plusieurs cellules associées en tissu. Donc en résumé, chaque catégorie de cellules va s'associer avec des cellules identiques pour former des tissus simples. Les tissus simples vont s'associer entre eux pour pouvoir former des tissus parfois composés, qui vont s'associer entre eux pour former des organes, qui vont s'associer entre eux pour former des appareils, et les différents appareils vont s'associer pour former l'organisme. Dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser aux cellules et à leur spécialisation, c'est-à-dire leur fonction. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une cellule ? C'est l'unité de base du vivant. Il existe des organismes unicellulaires, comme cette paramécie, mais également des organismes pluricellulaires, comme ici l'oignon, ou encore nous, qui sommes constitués à l'âge adulte de 75 000 milliards de cellules. Quand on compare au microscope la structure des cellules végétales et des cellules animales, nous allons retrouver des points communs. Tout d'abord, les cellules sont délimitées par une membrane. Ici, nous avons séparé les cellules qui se trouvaient dans l'épithélium buccal, c'est-à-dire à l'intérieur de la joue, mais ici, les cellules sont restées accrochées ensemble. Et on voit très bien ici la membrane de la cellule d'oignon. Nous observons également dans chaque catégorie de cellules un noyau, et enfin, à l'intérieur des cellules, un liquide appelé le cytoplasme. Les bactéries sont également constituées de cellules. Ce sont des organismes unicellulaires que l'on dit prokaryotes. Prokaryotes, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de noyau, leur ADN se balade librement dans la cellule. On va donc dans le monde vivant trouver deux catégories de cellules, les prokaryotes et les eucaryotes. Si on décompose les mots, ça vient du grec pro qui veut dire avant, karyon qui veut dire noyau, et qui veut dire vrai, et kario, noyau. Donc en fait, on a découvert les cellules avec noyau, ensuite on a découvert les cellules sans noyau, et on pensait que les cellules sans noyau étaient un stade évolutif inférieur à celui des cellules avec noyau. Voilà pourquoi on a mis pro pour dire avant. Dans la cellule végétale, on va observer des structures supplémentaires. Ici notamment une paroi très épaisse de nature cellulosique qui va protéger la cellule et la rigidifier. D'autres structures existent dans le cytoplasme, mais ne sont pas forcément visibles au microscope optique, à moins de rajouter des colorants. Regardez au microscope cet épiderme d'oignon rouge. Vous distinguez nettement une poche imposante qui s'appelle la vacuole. Regardez en haut à gauche, vous avez une cellule d'oignon pour laquelle la vacuole ne contient plus de pigments, alors qu'en bas à droite, vous avez deux cellules dont la vacuole a un petit peu rétréci, mais qui possèdent des pigments, et ce qui fait qu'on les distingue nettement. L'épiderme de l'oignon est récupéré dans les écailles de l'oignon qui poussent sous terre. Mais si l'on observe des feuilles soumises à l'action de la lumière, comme ici sur cette plante aquatique appelée l'élodée, nous pouvons observer à l'intérieur du cytoplasme des éléments circulaires de couleur verte qui sont appelés les chloroplastes. Ils sont riches en un pigment appelé la chlorophylle. Ces chloroplastes sont souvent animés d'un mouvement de cyclose, c'est-à-dire qu'ils circulent à l'intérieur du cytoplasme.
Le premier microscope a été inventé par Zacharias Jensen, qui était un fabricant de lunettes hollandais. Il a eu l'idée de superposer 2 verres de lentilles dans des tubes coulissants afin de grossir de très petites choses. 80 ans plus tard, Antoine van Leeuwenhoek et Robert Hooke le perfectionnent pour observer des éléments invisibles à l'œil nu. Ils découvrirent la cellule chez l'homme. Le microscope optique actuel a une limite de grossissement de 2000 fois, alors que le microscope électronique à transmission inventé en 1931 par Hans Ruka et Max Kohl atteint aujourd'hui une limite de 5 millions de fois au niveau grossissement. Ce microscope, au lieu d'utiliser la lumière, c'est-à-dire les photons, utilise des électrons. Le faisceau d'électrons qui illumine un échantillon va converger sur un plan particulier par rapport à celui-ci et va nous permettre d'impressionner une plaque photographique et d'obtenir ainsi une image précise de cellules par exemple. C'est ce qu'on appelle le microscope à transmission. Le microscope électronique à balayage, plus récent, dont le fonctionnement est différent et beaucoup plus complexe, permet d'obtenir par reconstitution des images d'objets de plusieurs centimètres avec une grande profondeur de champ, comme vous pouvez le voir ici sur cette fourmi. Ainsi, le microscope électronique à transmission a permis d'avoir des images appelées électronographie beaucoup plus précises que celles obtenues au microscope optique, et ce, que ce soit pour les cellules animales ou les cellules végétales. Pour la cellule animale, nous repérons bien la membrane plasmique, nous repérons le cytoplasme, et nous voyons qu'à l'intérieur, il y a des éléments qu'on ne voit pas au microscope optique. Et concernant le noyau, on peut voir l'intérieur, alors qu'au microscope optique, non. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que la paroi cellulosique permettait aux cellules végétales de se rigidifier et de tenir les unes aux autres, de manière à ce que le végétal tienne debout. Chez les cellules animales, il n'y a pas de paroi. Par contre, entre chaque cellule, nous allons repérer ce qu'on appelle une matrice extracellulaire, riche en macromolécules essentiellement de type protéique, qui permet en fait l'adhérence entre les cellules. Cette matrice extracellulaire existe aussi chez les végétaux, mais elle est extrêmement fine et peu visible. Pour la cellule végétale, nous allons retrouver le noyau et on voit l'intérieur du noyau. Nous retrouvons en jaune la paroi, la membrane plasmique. On va retrouver les vacuoles qui étaient colorées en rose tout à l'heure dans l'épiderme d'oignon et le cytoplasme. Intéressons-nous maintenant plus en détail à l'intérieur de la cellule. Et on remarque tout de suite dans la cellule végétale de grands éléments qui n'existent pas chez la cellule animale. Ces grands éléments constitués de sacs aplatis et qui contiennent parfois ici des granules d'amidon, ce sont les chloroplastes, ces structures vertes que nous avons observées au microscope optique. Ces chloroplastes n'existent pas dans les cellules végétales qui ne sont pas soumises à l'influence de la lumière. Or, que savons-nous à propos de la lumière et des végétaux? Eh bien, on l'a appris dans les classes précédentes, les végétaux utilisent l'énergie du soleil, c'est-à-dire la lumière, pour transformer le dioxyde de carbone en matière organique. On dit que ce sont des producteurs de matière et que ce sont les producteurs primaires de la chaîne alimentaire. Ce sont les premiers à produire de la matière. On dit qu'ils sont autotrophes, c'est-à-dire qu'ils produisent leur propre matière organique à partir de matières minérales, alors que dans la chaîne alimentaire, les autres êtres vivants qui se nourrissent de matières déjà fabriquées sont dits hétérotrophes. Donc, être hétérotrophe, c'est produire sa matière organique à partir d'une matière organique produite par un autre être vivant. Nous avons appris que le mécanisme qui permet d'associer des molécules d'eau à du dioxyde de carbone grâce à la lumière pour produire du sucre et un déchet, le dioxygène, s'appelle la photosynthèse. Or, rappelez-vous, on a vu que les chloroplastes n'étaient présents que dans les cellules soumises à l'action de la lumière. On peut donc supposer que la photosynthèse va se réaliser dans les chloroplastes. Et cela se confirme par une expérience toute simple. Prenez une plante, mettez-la à l'obscurité quelques jours, et vous allez voir que les feuilles vont jaunir. Passez ces feuilles au microscope et vous verrez que les chloroplastes auront disparu. Les chloroplastes sont donc le lieu de déroulement de la réaction de la photosynthèse. C'est ce qu'on appelle des organites. Un organite, c'est un élément cellulaire différencié assurant une fonction déterminée. Si on reprend les électronographies de la cellule animale et de la cellule végétale, on va observer un organite présent dans les deux catégories de cellules. C'est ce qu'on appelle les mitochondries. Ce sont également des organites. Elles remplissent une fonction déterminée. Alors laquelle, me direz-vous? Une expérience très simple nous permet de déterminer le rôle de ces éléments. En laboratoire, on cultive souvent la levure de boulangerie, Saccharomyces cerevisiae. C'est un champignon et comme les cellules animales et végétales, elles possèdent des mitochondries. Or, les chercheurs ont remarqué qu'en absence de dioxygène, les levures perdaient leurs mitochondries. Or, que sait-on à propos du dioxygène? Qu'il permet de dégrader le glucose pour libérer du dioxyde de carbone, de l'eau et surtout de l'énergie.
Cette réaction s'appelle la respiration. Et donc, si en absence de dioxygène, il n'y a pas de mitochondries, alors qu'en présence de dioxygène, il y a des mitochondries, que dans ce cas-là, la levure ne pratique pas la respiration, mais plutôt la fermentation, alors qu'ici, elle pratique la respiration, à ce moment-là, on peut émettre l'hypothèse que les mitochondries seraient responsables de la réaction de respiration. Ainsi, dans les cellules animales, nous avons des mitochondries qui vont pratiquer la respiration, c'est-à-dire la dégradation de glucose par le dioxygène. Nous sommes donc dans le cas de cellules hétérotrophes, puisqu'elles utilisent de la matière organique déjà fabriquée par un autre être vivant. Alors que chez les végétaux, nous avons deux catégories de cellules. Des cellules végétales chlorophylliennes, qui possèdent à la fois des chloroplastes et des mitochondries. Les mitochondries vont être responsables de la respiration, mais cette réaction va être nettement dominée par la photosynthèse. Nous avons donc ici des cellules autotrophes. Par contre, la partie du végétal qui n'est pas soumise à l'action de la lumière va posséder des cellules non chlorophylliennes qui vont posséder uniquement des mitochondries qui vont pratiquer la respiration. Nous sommes dans le cas de cellules hétérotrophes. Nous avons donc ici des spécialisations de réactions. On va parler de métabolismes différents. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions qui se déroulent dans le milieu intérieur des cellules. Comment se fait-il que dans un même organisme, nous puissions avoir des métabolismes différents d'une cellule à une autre, alors qu'à l'origine, cet organisme provient d'une seule et même cellule, appelée la cellule œuf? Je vous rappelle que les cellules œufs, que j'ai entourées en bleu sur l'image, vont subir des divisions pour donner des embryons. Ici, nous avons un stade 4 cellules, ici un stade 2 cellules, etc. Donc comment se fait-il que des cellules provenant d'une seule et même cellule aient des caractéristiques différentes, alors qu'elles possèdent le même patrimoine génétique? Je vous rappelle que notre patrimoine est dit génétique, car il est constitué d'unités d'information appelées gènes, et que ces gènes sont des portions d'une molécule appelée ADN ou acide désoxyribonucléique, capable de se pelotonner en chromosomes. Et que l'étude du classement des chromosomes, c'est-à-dire le karyotype, révèle que nous avons N égale 23, c'est-à-dire 23 sortes de chromosomes différents, mais comme chaque sorte de chromosome existe en 2 exemplaires, nous avons donc 2N égale 46 chromosomes au total. Si nous possédons 2 exemplaires de chaque sorte de chromosome, c'est parce que les cellules reproductrices dont nous provenons ne possèdent qu'un seul exemplaire de chaque sorte de chromosome. Elles sont à N égale 23. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude de notre patrimoine génétique révèle l'existence de plus de 35 000 gènes au total. La question qu'on peut se poser, c'est comment une molécule, l'acide désoxyribonucléique, peut-elle coder pour autant d'informations? Comment sa structure enregistre-t-elle le code? L'ADN est constitué de 2 brins. Chacun des brins est un polymère de nucléotides. Chaque monomère, c'est-à-dire chaque nucléotide ici, est constitué d'une base azotée, d'un sucre, le désoxyribose, et d'un groupement phosphate. Une base azotée, un désoxyribose et un groupement phosphate. Il existe plusieurs sortes de bases azotées et donc il va exister plusieurs sortes de nucléotides. Ainsi, dans l'ADN, nous allons retrouver 2 nucléotides portant des purines, soit portant donc une adénine et une guanine. Dans l'ADN, on va trouver également des nucléotides portant des bases de type pyrimidine. Nous allons trouver de la cytosine et de la thymine. Dans l'ADN, on ne trouve pas d'uracile. C'est l'enchaînement des bases qui va créer l'information génétique. Nous avons ici un codage à base de 4 lettres. Vous connaissez le langage binaire à base de 1 et de 0. Et bien ici, nous avons un langage génétique à base de T, de C, de A, de G, c'est-à-dire de thymine, de cytosine, d'adénine et de guanine. Ce qui est intéressant dans la structure de l'ADN, c'est que quelle que soit l'espèce, il y a environ 30% d'adénine, 30% de thymine, 20% de guanine et 20% de cytosine. Autant de guanine que de cytosine, il y a de fortes chances que ces 2 bases fonctionnent ensemble. Idem pour l'adénine et la thymine. Effectivement, si nous prenons un brin d'ADN, nous verrons toujours une adénine en face d'une thymine, une guanine en face d'une cytosine. Cela s'explique par le nombre de ponts hydrogènes qu'il est possible de former entre les 2 bases. Donc nos 2 brins d'ADN vont s'attirer grâce à des liaisons hydrogènes, et une fois que les 2 brins seront accrochés, ils vont s'enrouler l'un autour de l'autre pour former ce qu'on appelle une double hélice. Vous avez du mal à la voir, cette double hélice? Attendez. Voici une hélice de bateau. Cette hélice de bateau, quand elle tourne, elle entraîne l'eau de manière spiralaire, ce qui lui permet d'avancer. Voici 2 hélices d'ADN, et quand l'une s'enclenche dans l'autre, nous obtenons une double hélice. Essayons maintenant de comprendre le lien entre le matériel génétique et la spécialisation des cellules d'un organisme. Travaillons sur des cellules du pancréas qui ont une fonction bien particulière.
elles produisent une hormone appelée l'insuline. L'insuline est responsable de la régulation du taux de glucose dans le sang. Elle favorise l'absorption de celui-ci par les cellules du foie, les cellules des muscles et les cellules adipeuses. Si on compare le codage du gène responsable de la production de l'insuline dans différentes cellules de l'organisme, on s'aperçoit, grâce au traitement et à la comparaison réalisable sous anagène, qu'il est identique. Cela confirme bien que chaque cellule possède l'intégralité du génome obtenu par copie du matériel génétique de la cellule œuf et par répartition entre les deux cellules filles de deux lots de chromosomes identiques entre eux et à celui de la cellule de départ. Pourtant, l'insuline n'est produite que dans les cellules bêta du pancréas. Cela signifie que le gène n'est pas lu et exprimé dans les cellules des autres organes. Alors, qu'est-ce qui provoque la lecture de ce gène précisément dans les cellules du pancréas? Eh bien, ce gène possède une séquence qu'on appelle une séquence promotrice. C'est sur cette séquence que le matériel de lecture du gène va pouvoir venir se fixer. Or, ce promoteur, s'il existe également dans toutes les cellules de l'organisme, il se trouve que sur les autres cellules que celles du pancréas, il y a sur ce promoteur des radicaux méthyl qui se sont fixés et qui vont donc empêcher la fixation du matériel de lecture sur le promoteur. Voici comment chaque cellule ne pourra exprimer que les gènes dont elle a besoin pour effectuer la fonction dont elle a la charge. En résumé, reprenons les différents niveaux d'organisation du vivant. Un atome plus un atome plus un atome plus un atome, ça va donner une molécule. Nous sommes à l'échelle atomique. Plusieurs molécules associées entre elles vont donner des organites. Plusieurs organites associés entre eux vont donner une cellule. Plusieurs cellules associées entre elles vont donner un tissu. Plusieurs tissus associés entre eux vont donner un organe. Et plusieurs organes associés entre eux vont donner un organisme. L'ensemble des molécules qui s'associent vont être responsables du fonctionnement de l'organite. L'ensemble des organites que l'on va trouver vont être responsables du fonctionnement d'une cellule. L'ensemble des cellules trouvées vont être responsables du fonctionnement du tissu. L'ensemble des tissus vont être responsables du fonctionnement de l'organe. Et l'ensemble des organes vont être responsables du fonctionnement de l'organisme. Le tout étant contrôlé par l'ADN.